INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'était il y a 50 ans. Le 24 novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé, s'exprimait devant l'Assemblée nationale pour défendre la légalisation de l'avortement. Malgré les débats houleux, malgré les oppositions vives d'une partie des députés et de l'opinion, la loi Veil sera bien votée et l'interruption volontaire de grossesse autorisée en France dès le 17 janvier 1975. Et depuis, quel chemin parcouru pour l'IVG et le droit des femmes à disposer de leur corps en France ? L'IVG est-elle vraiment accessible à toutes ? Pourquoi a-t-elle été récemment inscrite dans la Constitution ? Pourquoi cristallise-t-elle encore autant les passions 50 ans plus tard ? Quelles menaces dans le monde pour l'IVG ? On en parle avec vous, Bibia Pavard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Assas, spécialiste du féminisme. Je cite votre livre, Les lois Veil, un siècle d'histoire. C'est publié aux éditions de la Découverte. Bibia Pavard constitue bien sur quoi portent particulièrement vos recherches ? Eh bien, je suis une historienne des mobilisations féministes et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les questions de contraception et d'avortement. Merci beaucoup, on a hâte d'avoir vos éclairages. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archives. Et puis on vous retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. C'était il n'y a pas si longtemps, en France. Il y a un peu plus de 50 ans, l'avortement était encore illégal et pratiqué clandestinement. Écoutez ce témoignage de 1973, diffusé à l'époque par l'ORTF. Vous aviez déjà avorté ? Oui. On me demandait des sommes incroyables que je n'avais pas. C'est-à-dire ? Très grosses sommes, 200, 300 000 francs. Alors pour moi, c'était vraiment pas possible. Hein. Alors il a fallu que je me débrouille par moi-même. Bon. Comment du bricolage. Maintenant, quand j'y pense, je me demande comment je fais pour être là en ce moment. À l'époque, les femmes risquent 5 ans de prison ferme pour avoir avorté. Pourtant, d'après les estimations, jusqu'à 800 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année en France. Un acte dangereux. Tous les ans, ce sont 500 femmes qui meurent des suites d'un avortement. Mais c'est aussi à cette époque que les choses avancent. Il y a d'abord en 1970 la naissance du mouvement de libération des femmes, qui milite notamment pour le droit à l'avortement. Puis en 1971, le manifeste des 343, publié par le journal Le Nouvel Observateur, 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, parmi elles de nombreuses personnalités, comme Simone de Beauvoir. Écoutez, elle en parlait justement en 1975. Je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations. Ce procès de Bobigny, dont Simone de Beauvoir parle, va effectivement être un autre marqueur très important dans l'histoire de l'IVG en France. En 1972, Marie-Claire Chevalier, 17 ans, est poursuivie pour avoir pratiqué un avortement illégal à la suite d'un viol. Son avocate, Gisèle Halimi, obtient sa relaxe et ouvre un peu plus la voie vers la légalisation de l'avortement. Il faudra attendre toutefois, on l'a dit, novembre 1974 pour que le législateur se prononce. Les débats sont alors particulièrement houleux et ne ménagent pas Simone Veil. Elle le racontait sur France 2 en 2000. Je crois qu'une femme avait plus de facilité pour faire comprendre la détresse des femmes, pour faire comprendre le problème, mais qu'il n'y aurait pas eu ces attaques personnelles, ce qui se voulait vraiment humiliante personnellement, s'attaquant à votre personne. Insultes, lettres anonymes antisémites, Simone Veil aura tout vécu, ou presque.
Pour autant, le texte est enfin adopté. La loi dite loi Veil, qui autorise l'IVG en France, est promulguée le 17 janvier 1975. Alors du coup, c'est bon, on peut depuis facilement, légalement et en toute sécurité avorter en France. Eh bien, c'est pas si simple. Il y a d'abord certains médecins qui refusent de pratiquer l'IVG, comme cette chef de service en 1975. Non, je ne les aurais pas avortés, car il est écrit dans la loi de Dieu, tu ne tueras point. Il est également écrit dans le serment d'Hippocrate que nous n'attenterons jamais à la vie. Est-ce qu'il y a dans Melun ou dans les alentours de Melun un endroit où des femmes qui désireraient se faire avorter le peuvent? Je n'en sais rien, ça ne me regarde pas. Vous êtes chef de service. Est-ce que si l'un des médecins de votre service voulait pratiquer des avortements, il le pourrait? Mes assistants et collaborateurs ne feront pas non plus, c'est leur conviction, d'avortement. Il y a aussi les manifestations. Il y a même des commandos anti-IVG qui vont s'organiser. Oui, vous avez bien entendu. Cette fois, on est en 1990. Reportage sur FR3. Écoutez. 8h ce matin, une vingtaine de personnes pénètrent dans le centre d'orthogénie de l'Hôtel-Dieu. Aussitôt, ils s'enchaînent dans le bloc opératoire. Nom de leur action, Opération Sauvetage. Ils se présentent comme des chrétiens de toute confession, des chrétiens qui considèrent l'avortement comme un crime. Si le commando a réussi à retarder les 5 avortements prévus ce matin, il a surtout tenté de relancer le débat moral sur l'avortement 15 ans après la loi sur l'IVG, 15 ans après l'ouverture du service. En réponse à la multiplication de ces actions, une loi instaura en 1993 le délit d'entrave à l'avortement. Pour autant, des anti-IVG continuent de manifester. En 2008, il n'y a pas si longtemps, ils étaient une nouvelle fois dans la rue. Pour cette 4e marche, des délégations européennes ont rejoint la manifestation parisienne. Plus de 5000 personnes demandant l'abrogation de la loi Veil de 1975 sur l'avortement. Il y en a énormément, beaucoup plus qu'avant, cette loi. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça n'a pas arrangé les choses. Et il y a de plus en plus de femmes, et comme on l'a légalisé, qui le font en pensant que c'est quelque chose de naturel, normal, et qui ne craint rien. Et l'accès à l'avortement reste parfois difficile en France. Manque de structure, inégalité territoriale, et puis des médecins qui agitent leur clause de conscience. Reportage de France 2, en 2018 cette fois. Dans cet hôpital, dans la Sarthe, 3 médecins sur 4 refusent de pratiquer l'avortement. Pour le planning familial, c'est bien la preuve que les femmes sont victimes de la clause de conscience. La clause de conscience spécifique à l'IVG entraîne un jugement moral profond. Psychologiquement, cette femme qui ne veut pas de cette grossesse va être bouleversée beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est difficile, c'est une vraie souffrance quand on ne veut pas une grossesse. Pour préciser, la clause de conscience, c'est un droit prévu par la loi Veil de 1975 qui autorise les médecins à refuser de pratiquer l'IVG. Ils doivent, en contrepartie, orienter leur patiente vers un autre médecin qui pratiquera, lui, l'IVG. 4 ans plus tard, en 2022, des députés France Insoumise proposent d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Le débat autour de l'avortement est une nouvelle fois relancé. Certains députés et sénateurs sont contre. Pour autant, le 8 mars 2024, l'IVG est bien inscrit dans la Constitution. Retour à aujourd'hui. On fête donc les 50 ans de la loi Veil. L'occasion de revenir sur ce long combat des femmes à pouvoir disposer librement de leur corps. Un combat qui semble toujours d'actualité en France et dans le monde. Mais pourquoi cristallise-t-il encore les passions 50 ans plus tard? Quelle menace pour l'IVG? On en parle avec vous, Bibia Pavard. Déjà, peut-être en préambule, il vous inspire quoi ce récit qu'on vient d'entendre ? Je trouve que ce récit est très éclairant parce qu'il permet de montrer qu'il faut prendre cette loi Veil de 1975 dans un temps plus long. Déjà de sa genèse, elle est le résultat de mobilisation et aussi dans ses transformations ultérieures. Certaines historiennes parlent de biographie de certaines lois. Là, on a vraiment envie de suivre tout l'itinéraire de cette loi. Et la deuxième observation, c'est que, bien évidemment, le vote d'une loi, c'est important, mais il y a aussi son application. Vous dites évolution de la loi, effectivement, de la loi Veil dans le temps. Elle a évolué. On peut avoir des exemples de modifications de cette loi depuis 1975 ? Oui, cette loi, au départ, lorsqu'elle est votée, elle est très restrictive. Elle n'a rien à voir avec les choses que demandent les militantes féministes. Elle est très éloignée d'un avortement libre et gratuit. On est sur un avortement qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, par exemple. Ça, ce sera fait en 1982, une réforme défendue par Yvette Roudy à ce moment-là. Ensuite,
Il y a la lutte contre les commandos IVG, donc la mise en place d'un délit d'entrave à l'IVG en 1993. Ensuite, il y a aussi l'approfondissement des délais. Au départ, l'avortement n'est possible que dans les 10 premières semaines. Il y a aussi l'idée que les femmes doivent être en situation de détresse pour avoir accès à l'avortement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un choix libre des femmes. Il y a aussi la question de qui peut pratiquer des avortements. Aujourd'hui, des sages-femmes peuvent pratiquer l'avortement. Donc, vous voyez, ce sont des approfondissements successifs qui ont transformé une loi qui était très restrictive en un véritable droit qui, aujourd'hui, est même inscrit dans la Constitution. Pour autant, on a l'impression, quand on écoute l'histoire de l'IVG en France, que c'est un droit qui, finalement, n'a pas encore été totalement acquis, que certaines femmes doivent encore se battre aujourd'hui pour pouvoir se faire avorter en France. Est-ce que c'est le cas ? Alors, effectivement, tout l'enjeu aujourd'hui est centré sur la question de son application, de comment accéder, comment jouir de ce droit qui existe. Il y a de véritables difficultés qui sont liées à la fermeture de centres d'IVG, à la clause de conscience, ça a été dit, mais aussi à d'autres choses qui ont été observées par des sociologues, par exemple des formes de domination médicale et de vexation qui sont exercées sur les femmes qui souhaitaient avorter, un jugement de valeur qui perdure, alors même, paradoxalement, que cette loi est vraiment reconnue, consacrée, qu'on a plus de 88% de personnes qui sont favorables à l'avortement légal aujourd'hui, perdure une opprobre, un jugement moral sur la question de l'avortement qui est inscrit depuis des siècles dans la loi et les pratiques, qui sans doute a encore un effet aujourd'hui. Je reviens sur les principaux freins, les principaux obstacles que peuvent rencontrer une femme en France aujourd'hui pour se faire avorter. Déjà, le manque de structure, vous l'avez cité, d'après le planning familial, 130 centres d'IVG ont fermé leurs portes ces 15 dernières années. Est-ce que vous savez pourquoi cette fermeture de ces centres ? C'est lié aussi à l'état du système de santé aujourd'hui en France. On a de très fortes inégalités territoriales parce que certains hôpitaux ferment et que les centres d'IVG sont des lieux qui sont particulièrement visés par cette crise médicale. Faire des avortements, ce n'est pas une activité qui est valorisée pour le personnel médical aujourd'hui. C'est quelque chose qui est encore lié à des convictions des professionnels de santé qui souhaitent le faire et qui ne sont pas forcément valorisés financièrement ou dans leur carrière pour le faire. Ce sont des problèmes en fait assez structurels qui touchent l'accès à l'avortement. Effectivement, j'entends que ce manque de structure est aussi lié à un manque de praticiens. On a entendu que certains médecins refusent, ils ont le droit, au nom de leur clause de conscience. Est-ce qu'il y a un manque de praticiens en France aujourd'hui pour pratiquer l'IVG ? Je devine votre réponse, mais vous citiez effectivement ces sages-femmes qui, depuis quelques années, peuvent pratiquer l'IVG. Est-ce que ça permet d'équilibrer un petit peu les choses ? En tout cas, c'était l'objet de la réforme qui visait donc à élargir les professionnels qui pouvaient donc pratiquer des avortements. Les sages-femmes sont dans une plus grande proximité avec les femmes et elles sont plus volontaires pour faire ces actes. Donc, c'est sans doute une amélioration. C'est encore assez récent. On n'a pas pu voir dans un temps plus long quels ont été les effets, mais elles peuvent désormais aussi pratiquer des avortements chirurgicaux, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc à la fois médicamenteux et chirurgicaux. Donc on peut imaginer que ça va avoir un impact sur cet accès. Il y a eu un élargissement des délais aussi jusqu'à 14 semaines, ce qui visait aussi à un problème récurrent qui était que le dépassement des délais obligeait un certain nombre de femmes à aller à l'étranger pour pouvoir avorter. Et donc, ça reste quand même quelque chose qui est une difficulté aussi. 14 semaines, c'est un délai finalement assez court si on compare à d'autres pays européens où on peut avorter jusqu'à 24 semaines. Je reviens sur la clause de conscience des médecins. Selon le planning familial, cette clause de conscience participe à, je cite, une moralisation indue de l'avortement, alors que l'IVG devrait être considéré comme n'importe quel acte médical faisant partie de la vie de milliers de femmes. La fin de cette clause a failli être actée en 2022, mais les députés ont finalement renoncé. Je précise que l'Ordre des médecins et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français sont opposés à la suppression de cette clause de conscience.
Il n'est pas facile, ce débat, Bibia Pavard. Cette clause de conscience, elle existe, on l'a dit, depuis la loi Veil de 1974. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de revenir sur l'idée qu'il existe une clause de conscience chez les professionnels de santé pour tout acte de santé. C'est quelque chose qui existe de manière générale dans la loi. Là, ce dont on parle, c'est la réaffirmation de cette clause spécifiquement dans le texte de loi en rapport avec l'IVG. Et donc, cette double clause de conscience, finalement, semble dire que l'IVG n'est pas un acte médical comme un autre, c'est un acte particulier. Et c'est ça qui est dénoncé, notamment par le mouvement français pour le planning familial. Qu'on comprenne bien, si demain on retire cette clause de conscience spécifique à l'avortement, ça ne veut pas dire que les médecins seront obligés demain de pratiquer un avortement. Absolument pas. Ça reviendrait, en revanche, à faire de l'IVG un acte médical comme un autre. Très clair. J'aimerais qu'on revienne sur l'entrée dans la constitution de l'IVG. Je l'ai évoqué dans le récit en archives. Depuis le 8 mars 2024, on peut lire dans la Constitution « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Déjà, Bibia Pavard, première question. Pourquoi avait-on besoin d'inscrire cette liberté d'avoir recours à l'IVG dans la Constitution ? Il faut d'abord faire attention au contexte dans lequel cette inscription dans la Constitution a été proposée. C'est le contexte de la remise en cause d'un droit aux États-Unis. On va y revenir, effectivement. Voilà. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a tout d'un coup la prise de conscience que c'est un droit fragile et qu'il est à la merci d'un retournement politique. Donc c'est une volonté d'en faire quelque chose qui relève des libertés fondamentales, d'où l'entrée dans la Constitution. Et donc ça s'explique par cela. Et d'ailleurs, lors des débats, il était beaucoup question d'une menace possible, en lien aussi avec un renouveau des mobilisations anti-IVG en France et dans le monde. Et c'était donc la volonté d'affirmer quelque chose. Alors, on a pu dire que c'était très symbolique, mais en même temps, parfois, on a besoin de symboles pour pouvoir rassembler. Et ce qui a été frappant lors de ces débats pour la constitutionnalisation, c'est qu'il y avait tout de même un très large consensus, à la fois chez les députés et les sénateurs, autour de l'idée que l'avortement devait rester un droit pour les femmes, et une lecture de l'histoire qui montrait qu'il y avait un très fort attachement à la fois aux combats féministes qui ont mené à cette loi, mais aussi à la figure de Simone Veil et à une définition de la France aussi, un message qui était envoyé à l'international comme étant la patrie des droits de l'homme et voulant intégrer en fait cette question de la liberté d'avorter dans cette identité française. Mais en revanche, vous avez raison, on n'est pas arrivé à une situation où la question de l'avortement ne fait plus débat. Elle fait encore débat, mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, en France, le droit à l'avortement est reconnu comme tel et il y a un fort attachement de la majorité des Français à ce droit, même si les mouvements anti-avortement ont perduré depuis les années 70, se sont renouvelés, se sont reconstruits et qu'ils demeurent en fait un sujet de crispation chez une minorité de la population aujourd'hui. Justement, j'aimerais qu'on écoute à ce sujet Floriane Volt de la Fondation des femmes. C'était en 2023 et elle s'inquiétait de cette recrudescence des mouvements anti-avortement. On a vu émerger ces nouveaux mouvements anti-avortement qui ont des nouvelles méthodes de mobilisation, qui vont mettre des autocollants sur les vélos en libre-service, qui vont taguer dans la rue, qui vont mobiliser de plus en plus les politiciens français. 50 ans donc après la loi Veil, il y a encore des personnes qui militent contre l'avortement en France. Je m'adresse à vous, l'historienne Bibia Pavard. Est-ce que c'est entre guillemets normal, ces oppositions qui perdurent ? Est-ce qu'on observe pour d'autres droits et libertés fondamentales des oppositions de ce type qui durent dans le temps, ou c'est vraiment spécifique
à l'avortement ? Alors là, il faut replacer l'avortement dans le cadre plus général des questions qui touchent à la sexualité, à la famille, et qui sont en fait des marqueurs politiques très forts et qui en fait permettent d'opérer des divisions, notamment pendant longtemps entre la gauche et la droite, et aujourd'hui qui permettent d'affirmer une certaine identité réactionnaire dans l'espace politique français. Donc on est quand même sur des questions qui divisent. Vous me demandez si on pourrait comparer l'avortement à d'autres questions. Eh bien, il me vient par exemple la question du mariage pour tous, où là, on était aussi sur des questions qui touchaient à la famille, à la sexualité, et qui ont suscité de grandes oppositions, divisions, notamment à droite de l'échiquier politique. Donc ce temps long, il est... alors, on peut le regretter, mais en tout cas, il est finalement normal et on l'observe dans tous les grands changements sociétaux globaux. Exactement. En fait, ça touche plus globalement à un certain nombre de représentations du bien, du mal, de l'organisation sociale. Et donc, c'est vrai que ce sont des questions qui organisent des positionnements politiques dans la société. J'aimerais qu'on quitte la France quelque temps et qu'on écoute un autre extrait sonore. C'est mon honneur le plus profond d'être le premier président de l'histoire à participer à la marche pour la vie. C'était en janvier 2020 et le président que vous venez d'entendre, c'est Donald Trump qui participait à la marche annuelle anti-avortement aux États-Unis. C'était du jamais vu. Alors, on le rappelle, depuis le dernier mandat Trump, le droit à l'avortement n'est plus protégé par la Cour suprême aux États-Unis. C'est désormais aux États de décider. Déjà 15 États ont rendu l'avortement illégal. Et évidemment, avec la réélection de Donald Trump, les défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis sont très inquiets. Ils craignent que d'autres États interdisent l'IVG. Encore une fois, j'interroge votre regard d'historienne, Bibia Pavard. Est-ce que, dans l'histoire, il y a des précédents ? Est-ce qu'on a déjà observé, comme ça, un recul des droits et des libertés fondamentales ? Ou bien c'est inédit ? Alors, j'ai envie de dire, évidemment, en fait, à chaque changement de régime, lorsqu'on passe d'une république, une démocratie, à un régime autoritaire, on perd des libertés fondamentales. Là, ce qui est inédit, me semble-t-il, avec Trump, c'est qu'on est toujours dans un régime démocratique et que finalement, il s'est agi d'utiliser les institutions démocratiques pour revenir sur des libertés fondamentales. Donc là, ici, on parle de la Cour suprême et de la façon dont elle est revenue sur un droit qui avait été acquis en 1973 pour opérer une lecture révisionniste de la Constitution et estimer que la Constitution des États-Unis ne comportait pas les principes d'une liberté d'avortement. Donc c'est ça qui est assez inédit, en fait, c'est d'utiliser des institutions démocratiques pour revenir sur des libertés fondamentales. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens où on peut observer le même type de situation ? Alors, on peut évidemment parler de pays comme la Hongrie de Orban, mais plus proche de nous, en Italie, on a un gouvernement d'extrême droite qui, progressivement, vient rogner ce droit à l'avortement, notamment en autorisant désormais les collectifs anti-IVG à rentrer dans les centres d'IVG pour essayer de convaincre les femmes de ne pas y avoir recours. Et donc, il y a une politique qui permet d'entraver l'accès finalement au droit, et c'est ce que l'on voit aussi aux États-Unis. Et donc c'est vrai qu'on voit de nouveau poindre la question de l'accès au droit, qui semble être pour l'avortement l'enjeu fondamental aujourd'hui. D'où la nécessité de fêter peut-être encore plus l'anniversaire de la loi Veil. En tout cas, on suivra de très près ce qui se passe aux États-Unis et chez nos voisins européens. Merci Bibia Pavard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Assas, spécialiste du féminisme. Et j'ajoute que vous êtes par ailleurs la conseillère historique de l'initiative d'envergure de l'INA qui s'appelle « Il suffit d'écouter les femmes ». L'Institut national de l'audiovisuel a lancé une collecte d'entretiens sur l'avortement avant 1975. Des témoignages bientôt disponibles en intégralité et qui donneront lieu à un documentaire sur France Télévisions, à un podcast, à un livre et à une bande dessinée. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.